Nous sommes le 22 octobre 2013 dans la petite ville tranquille de Danvers, Massachusetts. Une communauté paisible où rien ne semble jamais troubler la routine des familles et des élèves. Mais ce jour-là, tout bascule. Une professeure de mathématiques, appréciée et souriante, Colleen Ritzer, ne rentre pas chez elle après les cours. Ses collègues et ses proches s'inquiètent. Ce n'est pas dans ses habitudes. Rapidement, la nouvelle se répand dans le lycée et l'angoisse monte. Quelques heures plus tard, un fait inimaginable éclate. Colleen a été assassinée. Et le principal suspect n'est autre qu'un de ses élèves, un adolescent de seulement 14 ans. Une affaire glaçante, brutale, qui marquera à jamais l'histoire criminelle américaine. Pour comprendre cette affaire, il faut d'abord rencontrer les deux figures principales, la victime et son meurtrier. Deux vies qui n'auraient jamais dû s'entrecroiser de cette façon. Colleen Ritzer, 24 ans, c'était une professeure de mathématiques qui venait tout juste de commencer sa carrière au lycée de Danvers. Colleen n'était pas seulement une enseignante, elle était une présence lumineuse, souriante, patiente, toujours disponible pour ses élèves. Elle représentait cette génération de jeunes professeurs passionnés par l'idée de transmettre et de changer des vies. Ses collègues racontent qu'elle restait souvent après les cours pour aider un élève en difficulté, qu'elle décorait sa salle pour créer une atmosphère agréable, qu'elle encourageait chacun à croire en lui. Beaucoup d'étudiants voyaient en elle une confidente autant qu'une professeure. Une chose est sûre, Colleen aimait son métier, et elle le faisait avec une énergie contagieuse. De l'autre côté, il y a Philip Chisholm, un adolescent de 14 ans, grand, sportif, joueur de football. À première vue, rien qui attire l'attention. Mais ceux qu'il connaissait un peu savaient qu'il était différent. Philip venait tout juste d'arriver à Danvers après un déménagement depuis le Tennessee. Ses parents étaient séparés, sa mère l'élevait seule, et il semblait porter en lui une lourde solitude. Ses camarades le décrivaient comme calme, parfois trop calme, capable de rester des heures sans dire un mot. D'autres se souvenaient d'un garçon qui pouvait basculer d'un sourire discret à une expression fermée, presque inquiétante. Il était intelligent, mais isolé, un élève qui ne laissait personne vraiment entrer dans son monde. Colleen et Philip n'avaient rien en commun, si ce n'est une salle de classe. Elle voulait enseigner. Lui, il suivait son cours comme n'importe quel autre élève. Mais ce 22 octobre, une situation banale allait dégénérer. Une simple discussion entre une professeure et son élève. Rien qui, en apparence, ne devait mener à la tragédie. Et pourtant, cette rencontre allait plonger tout un lycée, puis tout un pays, dans la stupeur. Le 22 octobre 2013, la journée commence normalement au lycée de Danvers. Les cours s'enchaînent, les couloirs bruissent des discussions d'élèves, rien ne semble sortir de l'ordinaire. Mais à la fin de la journée, un détail anodin devient le point de départ d'un cauchemar. Colleen Ritzer n'est pas rentrée chez elle. Ses parents s'inquiètent rapidement. Leur fille est ponctuelle, organisée, et elle les prévient toujours quand elle est en retard. Mais cette fois, aucun appel, aucun message. Son téléphone reste muet. Les collègues de Colleen, eux aussi, sentent que quelque chose ne va pas. Ils savent qu'elle n'avait pas prévu de rendez-vous après les cours. Ils contactent la police. Une disparition est ouverte. Les policiers se dirigent vers le lycée, encore éclairé par les néons du soir. Ils interrogent le personnel, passent en revue les emplois du temps. Très vite, ils comprennent que Colleen a été vue pour la dernière fois dans le bâtiment en fin d'après-midi. Elle semblait discuter avec un élève. Alors, les enquêteurs se tournent vers les caméras de surveillance. Et ce qu'ils découvrent, les glaces. Sur les écrans, on voit Colleen marcher dans le couloir, son sac sur l'épaule. Derrière elle, quelques secondes plus tard, apparaît Philip Chisholm. Il la suit de près. Ensemble, ils entrent dans une petite salle annexe, puis silence. Quelques minutes passent. Philippe ressort, seul. Il marche calmement, comme si de rien n'était. Mais bientôt, les caméras révèlent une scène encore plus étrange. On le voit pousser une grande poubelle à roulettes, lourde, en direction de la sortie. Un adolescent de 14 ans avançant dans les couloirs vides du lycée avec une poubelle trop grande pour lui. Les enquêteurs s'arrêtent sur cette image. Ils savent que c'est pas normal. Ils savent qu'il faut agir vite. Les recherches reprennent dehors. Derrière le lycée, un bois borde les terrains de sport.
En éclairant le sol couvert de feuilles mortes, les policiers font une découverte qui scelle l'affaire. Le corps de Colleen Ritzer. Abandonné, partiellement recouvert, portant des traces de coups violents. À cet instant, le doute n'est plus permis. Un meurtre vient d'être commis dans un lycée en plein après-midi, et le principal suspect n'est autre qu'un élève. Avant de comprendre ce qui s'est passé ce 22 octobre, retournons un peu en arrière. Philip Chisholm n'est pas né meurtrier. Comme beaucoup d'adolescents, il a grandi dans une famille, avec des rêves et des attentes. Mais derrière son apparence calme et sportive, il y avait des signaux que peu de monde avait remarqués. Philippe grandit dans une famille éclatée. Ses parents se séparent quand il est très jeune. Sa mère déménage plusieurs fois avec lui, parfois pour échapper à des problèmes financiers, parfois pour recommencer à zéro. Cette instabilité constante le marque profondément. Les amis viennent et partent, les écoles changent, et Philippe reste en retrait, observateur plutôt qu'acteur. Ceux qui l'ont connu parlent d'un garçon intelligent mais solitaire. Parfois, il semblait déconnecté de la réalité, capable de fixer un point pendant des minutes sans réagir. D'autres élèves rapportent des comportements étranges, des colères soudaines, des réactions disproportionnées, des obsessions inhabituelles pour certains sujets ou objets. Même ses enseignants avaient remarqué une inquiétante combinaison. Intelligence et isolement, un cocktail qui, s'il n'était pas accompagné d'un encadrement adéquat, pouvait se transformer en danger. Mais rien dans son passé ne laissait prévoir un passage à l'acte d'une violence aussi extrême. Ce mélange d'instabilité familiale, d'isolement social et de comportements inquiétants n'explique pas tout, mais il trace le chemin vers le drame. Philippe accumulait à l'intérieur de lui quelque chose que personne ne savait comment canaliser. Le résultat, ce 22 octobre, sera une explosion de violence qui laissera une ville entière sous le choc. Retourner en arrière, c'est comprendre que ce crime ne tombe pas du ciel. Il y a des signes, des indices de personnalité, des alertes qui auraient pu alerter, mais qui, pour beaucoup, restent invisibles jusqu'au moment où il est trop tard. Pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé, retournons une dernière fois au 22 octobre 2013. Chaque minute de cette journée va compter dans la reconstruction de l'horreur. Ce jour-là, Colleen Ritzer donne son cours de mathématiques comme d'habitude. Philip Chisholm, élève de 14 ans, assiste à la classe. Selon les témoignages, la jeune professeure remarque que Philip semble distrait, perturbé. Elle tente d'engager la conversation, de le recentrer sur le travail. Une scène anodine qui sera la dernière interaction normale de sa vie. Colleen quitte la salle quelques instants, laissant ses affaires derrière elle. Les caméras montrent Philippe, immobile, qui la suit peu après dans le couloir. Ensemble, ils entrent dans une petite salle annexe. Quelques minutes plus tard, il ressort seul. À l'intérieur, Philippe attaque brutalement sa professeure. Il la frappe, l'agresse sexuellement, puis utilise un couteau pour mettre fin à ses jours. L'acte est d'une violence impensable, préméditée ou déclenchée par une pulsion, les experts hésiteront encore plus tard. Ensuite, d'un calme glaçant, il prend une grande poubelle à roulettes de l'école, y dépose le corps de Colleen et traverse les couloirs presque tranquillement. Dehors, il pousse la poubelle jusqu'au bois derrière le lycée. Là, il laisse le corps, abandonné parmi les feuilles, avant de disparaître dans la nuit. Un crime froid, exécuté par un adolescent de 14 ans seulement. Il tente de dissimuler ce qu'il a fait, poussant une poubelle, couvrant partiellement le corps de feuilles et de branches. Le calme qu'il affiche contraste horriblement avec l'horreur de ses actes. Quelques minutes plus tard, il quitte la scène comme si de rien n'était. Les témoins de l'école, qui n'ont rien vu, ne se doutent de rien. Mais les preuves matérielles, elles, ne mentent pas. Traces de sang, objets déplacés, vidéos de surveillance. Quand le corps est découvert, le lycée entier bascule dans l'incompréhension. Comment un adolescent de 14 ans a-t-il pu commettre un acte aussi brutal? Comment une professeure aimée et respectée a-t-elle pu se retrouver victime d'une violence aussi extrême? Le crime est désormais clair, précis, documenté. Mais comprendre le pourquoi reste un mystère, un point que les enquêteurs tenteront d'éclairer dans les jours suivants. Dès la découverte du corps de Colleen Ritzer, la police de Danvers comprend que l'affaire est d'une gravité extrême. Un meurtre dans un lycée, perpétré par un adolescent, la situation est délicate et chaque minute compte.
Derrière l'école, dans le bois où le corps a été abandonné, les enquêteurs trouvent des indices cruciaux, des traces de sang, des empreintes et des objets appartenant à Colleen. Chaque détail est soigneusement documenté, photographié, analysé. Les experts en criminologie savent que ces preuves sont la clé pour comprendre ce qui s'est passé. Les images des caméras de surveillance du lycée deviennent rapidement l'élément central. On y voit Philippe suivre Colleen, entrer dans la salle annexe, puis ressortir seul, poussant la poubelle lourde. Les enquêteurs analysent chaque seconde, chaque mouvement, chaque geste, pour reconstituer le parcours exact. Les témoignages des élèves et enseignants confirment ce que les caméras montrent. Philippe était souvent isolé, mais personne n'aurait imaginé qu'il soit capable de passer à l'acte. Les collègues de Colleen parlent de son engagement envers ses élèves, de sa patience et de la confiance qu'elle avait en eux. Tout cela rend le crime encore plus incompréhensible. Dans la salle de classe et autour du bois, les policiers trouvent des indices supplémentaires, des traces de sang correspondant à Colleen, des objets déplacés ou utilisés pour tenter de dissimuler le corps, des empreintes qui conduisent directement à Philippe. Chaque preuve renforce le lien entre l'adolescent et le crime, rendant toute ambiguïté impossible. Les enquêteurs interrogent Philippe. Rapidement, ils remarquent ses réponses étranges, son calme presque dérangeant. Il est intelligent, capable de manipuler ses mots, mais certains détails qu'il donne ne correspondent pas à la scène de crime et les preuves matérielles le contredisent. En parallèle, la police effectue des recherches sur son passé, découvrant son isolement, les signaux d'alerte et les incohérences dans son comportement. Tout converge vers un constat. Philippe Chisholm est le principal suspect. Après des jours de tension et d'analyse minutieuse, l'étau se resserre autour de Philippe Chisholm. Les preuves sont accablantes et la police sait que chaque heure compte pour éviter tout risque supplémentaire. Quelques jours après le crime, Philippe est convoqué pour un interrogatoire. Les enquêteurs le questionnent sur ses allées et venues le 22 octobre, sur sa relation avec Colleen et sur les indices retrouvés. Rapidement, son calme devient suspect, presque mécanique. Face aux preuves, Philippe finit par craquer. Il admet partiellement les faits, permettant aux enquêteurs de confirmer la chronologie exacte du crime. L'adolescent est alors officiellement arrêté. Une arrestation qui choque la ville. Un garçon de 14 ans passe derrière les barreaux pour un meurtre brutal. Le procès attire l'attention nationale. Comment juger un adolescent pour un crime d'une telle violence? Les psychologues sont appelés pour évaluer sa santé mentale, ses motivations et ses risques de récidive. Le tribunal examine minutieusement chaque élément, les vidéos de surveillance, les témoignages des collègues et élèves, les preuves scientifiques reliant Philippe au crime. Le jury prend en compte la préméditation implicite, la brutalité de l'acte et l'âge du suspect. Philippe Chisholm est reconnu coupable du meurtre de Colleen Ritzer. La sentence est lourde. Il est condamné à la détention à long terme, avec possibilité de réexamen à l'âge adulte. Les élèves, les collègues, les habitants de Danvers ressentent un mélange de tristesse, de colère et d'incrédulité. La question qui hante tous les esprits, comment un adolescent peut-il commettre un acte aussi impensable? Le procès permet de clore officiellement l'affaire, mais l'impact sur la ville et sur les proches de Colleen reste profond et durable. En retraçant cette affaire, nous avons vu comment un jour ordinaire peut basculer dans l'horreur. Le 22 octobre 2013, la vie de Colleen Ritzer a été tragiquement interrompue par un acte de violence inimaginable. Philippe Chisholm, adolescent brillant mais perturbé, a laissé derrière lui une communauté entière sous le choc. L'enquête minutieuse, les preuves irréfutables et le procès ont permis que justice soit rendue. Mais au-delà de la condamnation, cette histoire nous rappelle les signaux que la société peut parfois négliger. L'isolement, les comportements inquiétants, les crises invisibles qui peuvent précéder des actes extrêmes. Pour les proches de Colleen, pour ses élèves et pour la ville de Danvers, le traumatisme reste. Mais l'affaire de Philippe Chisholm est aussi un rappel sombre. Derrière le visage d'un adolescent ordinaire peut se cacher une tension et une violence que personne n'avait anticipées. Et pour terminer, retenons ceci. Parfois, ce ne sont pas les monstres que l'on croit effrayants qui font le plus de mal, mais ceux que l'on connaît, que l'on côtoie tous les jours.